Premièrement, nous nous engageons à ce qu'un certain nombre d'entités russes soient exclues de SWIFT. Ainsi, ces entités seront déconnectées du système financier international. SWIFT est le système dominant de paiement interbancaire. Les déconnecter de ces systèmes les empêchera de procéder à des transactions au niveau mondial et, de fait, bloquera les exportations russes. Deuxièmement, nous allons empêcher Poutine d'utiliser son trésor de guerre. Nous allons paralyser les actifs des banques, ce qui procédera à un gel des transactions et fera qu'il sera impossible pour la Banque centrale de liquider ses actifs. Et enfin, nous allons œuvrer pour empêcher les oligarques russes de pouvoir utiliser leurs avoirs sur nos marchés. Toutes ces mesures porteront un coût considérable à la capacité de Poutine à financer sa guerre. Par ailleurs, elles auront un impact considérable sur l'économie russe. Poutine a choisi une voie visant à détruire l'Ukraine. Mais de fait, ce qu'il est également en train de faire, c'est de détruire l'avenir de son propre pays. À seulement quelques dizaines de kilomètres les frontières de l'Union européenne, l'armée russe bombarde et lance des roquettes sur des innocents. Et le monde assiste à la courageuse résistance du peuple ukrainien. Les forces russes s'abattent impitoyablement sur Kiev et sur d'autres villes ukrainiennes. Aussi, au vu de ce contexte, nous sommes plus déterminés que jamais à faire payer le prix le plus fort possible à la Russie pour cette agression et à continuer d'isoler ce pays au niveau du système financier international, en coordination avec le président Biden, le chancelier Scholz, le président Macron et le Premier ministre Draghi, ainsi que les premiers ministres Trudeau et le Premier ministre Johnson. Nous allons renforcer la réponse internationale aux actions de la Russie. Je vais maintenant proposer ces nouvelles mesures aux chefs aux responsables politiques de l'Union européenne. Premièrement, nous avons l'intention d'exclure un certain nombre de banques russes du système SWIFT. Ces mesures vont avoir un impact considérable et déconnecter ces établissements du système financier international. Cela rendra extrêmement difficile pour la Russie de pouvoir participer au système commercial et financier international. SWIFT est le système de paiement interbancaire dominant mondial. Sans SWIFT, les établissements bancaires russes ne pourront pas procéder à des transactions. Ainsi, nous allons également bloquer ces annonces très importantes faites par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle continue maintenant en allemand, mais c'est le même texte qu'elle donne en allemand après l'anglais, après le français ou avant. C'est très révélateur. En fait, ce qu'elle annonce là, il y a déjà forcément un consensus. Elle ne prend pas sinon d'initiative. Consensus très net pour faire sortir la Russie, en partie en tout cas, du système, le grand système financier international SWIFT. Oui, un certain nombre d'entités russes, donc on imagine des banques qui vont sortir de ce système de transactions SWIFT. Oui, effectivement, si Ursula von der Leyen prend la parole, c'est pas de son côté, toute seule comme ça, ce soir, à 23h12. Bien évidemment qu'il y a eu concertation et les appels téléphoniques, on nous faisait savoir dans la journée avec Emmanuel Macron notamment, mais quand on voit par exemple ce qui sort du côté de l'Allemagne, on dit déjà l'Allemagne, les pays occidentaux vont exclure plusieurs banques russes de la plateforme SWIFT. Voilà, c'est les déclarations. Donc tout le monde s'est mis d'accord. Elle a une prise de parole. Je dirais que pour la bienséance et pour l'organisation, elle va dire je vais soumettre cela à accord, mais on voit bien que tout cela est déjà acté par les principaux pays. Très important, il y a une forme de consensus parce que les Allemands étaient très inquiets pour SWIFT parce que eux, ils ont besoin évidemment des livraisons de gaz russes. Ils sont très dépendants dans ce système-là. Du gaz russe à 49%. Exactement, mais ce sont eux quasiment en premier au même moment qu'Emmanuel Macron qui font savoir sur ces entités russes qui seront sorties de ce système SWIFT. Prenons la mesure, c'est sans précédent depuis l'Iran, le seul
seul précédent où on fait sortir un pays de SWIFT, c'est l'Iran. Donc c'est vraiment une forme d'embargo et de sanctions extrêmement catégorique dans l'histoire. Dans l'histoire des relations internationales, c'est très important. Et puis le basculement allemand, honnêtement, c'est fondamental. Parce que là, enfin, quand même, il voulait les Ukrainiens, il est en train de les perdre. Il voulait arrêter l'OTAN, il est en train de les unifier. Et là, le pays qui était le plus proche de lui, avec lequel il avait le plus d'échanges, qui était celui qui disait toujours « oh là là, attention », enfin, c'était l'Allemagne. Et ça y est, les Allemands se sont réveillés. Là, je pense que franchement, honnêtement, au niveau stratégique, c'est pas terrible hein, comme bilan. Maintenant, il faut aussi penser au renforcement de l'OTAN, au renforcement de l'Union européenne sur ses frontières de l'Est. Parce que ce que connaît Poutine, c'est la force. Et par conséquent, il est urgent, et c'est ce qui commence à se mettre en place, que des renforts arrivent dans les pays limitrophes. Petite explication, y compris économique, payer, acheter, vendre sur les marchés pour la Russie va se compliquer formidablement, à part pour la Chine. Pour la Russie, mais aussi tous les pays qui achetaient directement à la Russie. Tout va être compliqué, d'où la dépendance. On parlait de l'Allemagne, la dépendance par rapport à la Russie, mais tout cela va être compliqué. Juste pour ajouter un point sur ce que vous disiez sur le déplacement des forces militaires, c'est ce soir l'état-major français qui fait savoir que plus de 9500 soldats seront directement mobilisés ou d'alerte dans les missions de renforcement de la posture de l'OTAN sur le flanc Est, et cela dès la fin de semaine prochaine. Notons bien les mots utilisés par Mme von der Leyen. Elle dit « on va faire payer le prix fort à la Russie ». Il n'y a pas seulement dans la nature des décisions, il y a la manière de les prononcer, un aspect extrêmement punitif. Alors oui, mais vous aviez raison de souligner le petit, qui n'est pas un petit d'ailleurs détail, que la Chine, là pour le coup, a déjà commencé à travailler avec la Russie à des espèces de solutions alternatives pour travailler entre eux. Et que donc on voit bien, alors c'est bien sûr tout le problème quand on dit qu'on entre dans un nouveau monde, c'est qu'on voit bien que les logiques qui sont en train de se mettre en place, les dominos tombent, mais en même temps se créent de nouvelles alliances. C'est-à-dire qu'on va avoir un rapprochement très fort entre les deux grandes comment les appeler, les fameuses démocraties libérales, là, donc c'est quand même ce qui est un euphémisme incroyable. Mais enfin, la Chine et la Russie se rapprochent. Puissance du symbole. Elle était notre invitée dans cette émission il y a quelques temps, Mme von der Leyen, allemande, parfaitement francophone. On sait, c'est un secret de polichinelle qu'Emmanuel Macron a beaucoup poussé aussi pour qu'elle soit présidente. Elle est au centre de toutes ces forces-là et il y a un pouvoir européen qui est là et qui tape sur le dos de la Russie. Oui, et puis vous avez donc président de la Commission, Emmanuel Macron. Alors, c'est galvaudé de dire que c'est le patron de l'Europe, en fait, mais il est à la tête de cette instance européenne pendant 6 mois. Donc oui, ils travaillent tous les deux, ils s'apprécient, ils s'aiment bien. Donc d'où aussi, aujourd'hui, ce qui aboutit, cette prise de parole de la présidente de la Commission. Mais encore une fois, tout cela, ça y est, elle a fini sa prise de parole. Tout cela s'est fait en coordination, bien évidemment, avec Emmanuel Macron en premier lieu et tous les autres dirigeants de l'Europe. Récapitulons, importance de l'événement. SWIFT, c'est le grand système financier mondial pour acheter et vendre sur les marchés. Et ce qu'annonce Ursula von der Leyen ce soir, c'est une bombe. Oui, on va l'écouter. C'est vrai que SWIFT, c'est le réseau de transfert d'informations financières le plus utilisé au monde. Et ça fait partie d'une de ses premières mesures. Elle a dit qu'un certain nombre d'entités russes vont être exclues de SWIFT. On l'écoute, Ursula von der Leyen. Nous nous engageons à ce qu'un certain nombre d'entités russes soient exclues de SWIFT. Ainsi, ces entités seront déconnectées du système financier international. SWIFT est le système dominant de paiement interbancaire. Les déconnecter de ces systèmes les empêchera de procéder à des transactions au niveau mondial et, de fait, bloquera les exportations russes. Voilà, importance de cette déclaration, une forme d'exclusion, parce qu'en réalité, ça exclut, et Dieu sait si la Russie était devenue un pays capitaliste autoritaire, mais capitaliste, c'est un coût important. En fait, SWIFT, c'était un consortium de banques. Donc à partir du moment où c'est un consortium de banques, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des décisions politiques nationales qui vont s'adresser aux banques de chaque pays, et c'est ces banques-là qui vont arrêter, suspendre leurs paiements en provenance et à destination de la Russie. Donc ça explique un peu les réserves, et effectivement que ça ne va pas s'appliquer à tout le monde de manière uniforme. C'est bien des banques qui vont être ciblées. Ce sont les banques russes qui sont contrôlées par les oligarques qui sont aussi la garde rapprochée de Poutine.
Il y a une garde rapprochée, dites-vous. Ces oligarques, beaucoup ont des maisons sur la Côte d'Azur. Il y en a un qui est assez connu, qui a un hôtel très fameux, pas loin de Toulon. C'est beaucoup de gens, c'est très concret. Ce sont des gens qui vont... Alors eux, à souffrance, tout est relatif, mais leurs cartes de crédit sont inutilisables, la vente de leurs avoirs sont inutilisables, l'achat est inutilisable. Tout ça pour eux, évidemment, ça va les faire réfléchir. Oui, sans doute. Et puis je pense que ce que ça nous dit, c'est qu'il y a naturellement Vladimir Poutine qui est dans une forme de fuite en avant, une espèce de mission historique qui s'est fixée lui-même, par laquelle finalement on ne sait pas très bien où il veut aller, et ça a tous les risques effectivement d'être un échec retentissant. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il faut s'adresser au reste de la société. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des oligarques qui auront peut-être le besoin de ralentir Vladimir Poutine et de lui dire là, on va vraiment n'importe où. Il y a aussi des mouvements de paix en Russie. On voit assez massivement, et c'est ça aussi qu'il faut regarder. Pour que des sanctions soient efficaces, il faut qu'elles soient rapides, massives et qu'elles soient ciblées. C'est les 3 éléments. Là, on a quelque chose de massif, quelque chose de rapide et ciblé. Petite parenthèse sur les arrière-pensées, on dit bien plusieurs banques russes exclues de SWIFT, mais ce n'est pas une exclusion totale parce qu'il faut le dire, ce sont les Allemands qui freinent parce que les Allemands ont besoin du pétrole et du gaz russe. C'est aussi trivial que ça, mais il faut se chauffer. Oui, et puis SWIFT, il faut bien comprendre que c'est une sorte de messagerie cryptée en quelque sorte, où il faut que vous, la transaction lorsqu'elle a lieu, ça y est, il y a une trace écrite, on vous dit c'est rapide, c'est plus de 11 000 banques dans 200 pays. Donc là, de se dire que vous avez toutes les banques russes, enfin une partie des banques russes, certaines banques russes qui sont en dehors, ça ne veut pas dire que la Russie ne va plus pouvoir commercer, mais ça va compliquer et ralentir énormément toutes les possibilités de commerce. C'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir ça de façon automatique. SWIFT, ça commerce en dollars. Là, il va falloir changer. Et donc, ça va être à la fois un coup dur pour la Russie, mais aussi pour les clients qui achètent à la Russie. Réaction en direct immédiate d'une Ukrainienne, Irina Dimitrine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence, spécialiste de l'Ukraine. Vous ne portez pas, je pense, Vladimir Poutine dans votre cœur. Vous avez manifesté, vous manifestez en ce moment contre la guerre. Comme spécialiste, mais aussi comme Ukrainienne, le fait qu'on frappe là l'agresseur de l'Ukraine, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup et l'Ukraine a besoin de cette solidarité. On est très content de constater cette unanimité européenne et, on peut dire, mondiale. On regrette que cela vienne un peu tard, mais on espère que ce n'est pas encore trop tard. Ça va toucher, selon vous, la Russie, le fait qu'on dise, parce qu'il y a les deux voix, il y a ceux qui disent, au fond, ils sont préparés à ça, ils ont fait de grandes réserves, notamment au Nord, mais psychologiquement, symboliquement, ces gens qui se disent on est des parias du système mondial, ça va les blesser? Je ne pense pas que tout le monde se le dise parce que les médias officiels filtrent l'information. Tout ce qui est donc médias indépendants a été mis au pas. Il ne faut pas oublier quand même que c'est une société où la dissidence était soit assassinée, soit expulsée, enfin poussée vers l'exil, soit emprisonnée, réduite en silence par différents moyens. Donc il y a très peu de relais aujourd'hui qui peuvent s'exprimer. On voit quand même que la société civile s'organise. En tout cas, il y a quand même des manifestations de protestation, mais il ne faut pas oublier non plus que les grands sondages faits avant les événements montraient le soutien quand même massif de la population pour la politique de Poutine. Dans cette rédaction, on appelle régulièrement les officiels russes. C'est intéressant de voir que hors caméra, au téléphone, il y a parfois un petit peu de gêne, un peu d'hésitation. Être mis au banc des nations, c'est agréable pour personne. Les Iraniens ont vécu ça. Il y a selon les époques des peuples qui sont comme ça dans cette situation. On n'est pas au lâchage de Vladimir Poutine, loin de là. Mais est-ce qu'il peut y avoir un peu de mouvement dans la société russe? Alors moi d'abord, je suis très impressionné du nombre de personnes qui continuent à manifester à Moscou, sachant les risques qu'ils prennent. Enfin, c'est quand même très impressionnant. 3000 arrestations. C'est juste 3000 arrestations. Incroyable. Quand on voit ce qui est arrivé à Navalny, franchement, avant d'aller manifester contre Poutine, quand même, on réfléchit. Donc d'abord, ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc c'est une première indication. Après, il y en a d'autres certainement, mais ça, c'est quand même très visible déjà pour commencer. Le ton d'Ursula von der Leyen, là aussi je me tourne vers Anne, on a aujourd'hui dans la manière de dire les choses politiquement aussi une gradation. Oui, exactement. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, dit « Poutine est en train de détruire non pas seulement l'Ukraine, mais aussi son propre pays ». On l'écoute. Poutine a choisi une voie visant à détruire l'Ukraine. Mais de fait, ce qu'il est également en train de faire, c'est de détruire l'avenir de son propre pays. Irina Dimitrine, je disais comme ukrainienne, comme chercheuse, quel écho ça suscite en vous, cette déclaration-là de Mme von der Leyen?
on se réjouit de ce soutien européen unanime face au drame que sont en train de vivre les Ukrainiens. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui touche l'Ukraine, mais touche aussi l'Europe, parce que si Poutine réussit, ça veut dire que n'importe quel autocrate, n'importe quel fou pourrait faire agir à sa guise. Ça veut dire que la raison du plus fort sera la meilleure, et donc personne n'est à l'abri. Donc c'est toute l'architecture qui est en train de se jouer en Ukraine aujourd'hui. Quelle est la prise de risque? Est-ce que ce soir on défie Vladimir Poutine? On a une puissance nucléaire, une des premières armées du monde. Il a là en Ukraine des forces quand même considérables. Combien d'hommes? Entre 150 et 190 000, d'après les informations américaines. Les Allemands lui envoient des missiles solaires en Ukraine. L'Union européenne est en train de lui dire on vous exclut du système financier mondial. Est-ce qu'il y a une prise de risque? Personne ne peut dire jusqu'où elle peut aller, mais politique, peut-être militaire dans une certaine région. On voit que ce soir encore, il y a eu des propos menaçants. La Russie, notamment contre la Finlande, contre la Suède, contre la Géorgie. Oui, je pense que jusqu'à présent, on avait beaucoup insisté sur l'idée que Vladimir Poutine était l'incarnation de la stabilité de la Russie. On a aussi dit qu'il cherche une respectabilité internationale. Mais il faut voir que cette guerre en Ukraine, qu'il a décidé, finalement, met à bas l'ensemble de ce qu'on croyait, sur ce qu'on pouvait croire, en tout cas sur Vladimir Poutine, c'est-à-dire le soutien d'une partie importante de la population russe pour la personne qui a rétabli la stabilité, cette volonté de respectabilité, qui aujourd'hui en fait un paria international. C'est là effectivement ce point extrêmement intéressant. Vice-amiral, le risque, on s'attaque à une puissance nucléaire. Ce qu'on fait là, c'est quand même assez fou. Ce qu'on faisait, on ne l'a pas fait contre l'Union soviétique à l'époque. Il y a beaucoup de mesures qu'on prend aujourd'hui. Alors il y avait eu l'Afghanistan, on avait fait le boycott, etc. Mais on voit qu'on ose presque dans ce nouveau monde un peu... Il y a un nouvel équilibre. On ose affronter la puissance nucléaire avec quel risque? On l'a déjà fait. Souvenez-vous, lors des invasions par l'Union soviétique de l'Afghanistan, le président Mitterrand, à l'époque, avait modifié la posture nucléaire française. C'est-à-dire qu'on était passé de 2 sous-marins en permanence à la mer à 3. C'était un signe très fort qui montrait qu'on élevait aussi notre seuil d'alerte au niveau nucléaire. Alors, je ne sais pas quelles sont les dispositions qu'a prises le président en la matière. Pour le moment, il n'en a pas parlé. Alors, pardon, précision là-dessus, si je peux me permettre, vice-amiral. Fort. Actuellement, il y a des avions, il y a notamment des Rafales qui régulièrement décollent de France pour aller faire la police du ciel en Pologne, par exemple, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il participe à la surveillance de l'espace aérien polonais, aux côtés des Polonais, aux côtés des autres alliés. Il y a 2 patrouilles par jour. On va tout de suite voir ce que signifie la nouvelle du soir. SWIFT, le grand système financier international dont la Russie est exclue. Lucile de Villers, expliquez-nous en quoi c'est si important aujourd'hui. Il y a une forme de consensus visiblement qui a été atteint entre Européens. Oui, Darius, mais ce n'a pas toujours été le cas. Tout d'abord, c'était une demande du président ukrainien, couper la Russie du système de messagerie bancaire SWIFT pour très clairement l'isoler financièrement du reste du monde. Et sur ce point, il y avait jusqu'alors un vrai désaccord entre les États membres. La France était pour, ça Bruno Le Maire l'a répété plusieurs fois, mais l'Allemagne, en revanche, était bien plus réservée jusque-là, car elle est très très dépendante de la Russie pour son importation de gaz et de matières premières. C'était le cas aussi pour l'Italie, la Hongrie, Chypre ou la Lettonie. Tous ces États membres craignaient en réalité les sanctions de Moscou. Un tout petit rappel, Darius, rapidement, sur les sanctions commerciales qui ont été décidées avant-hier, d'une part du côté de l'Union européenne et d'autre part du côté des États-Unis. Le but étant de restreindre le maximum l'accès à nos technologies. Interdiction donc d'importer nos avions, nos pièces aéronautiques, nos équipements spatiaux ou nos composants électroniques et puis certains logiciels comme les radars ou les systèmes de repérage GPS. Et puis, c'est important aussi, interdiction d'importer tout équipement qui est destiné au raffinage de pétrole. Voilà, les Européens, ils ne sont pas tous sur la même ligne, mais on voit que ça a progressé, Julien Arnaud. Oui, on voit que ça a avancé, notamment certainement à convaincre et à négocier avec l'Allemagne, puisqu'on l'a bien compris, c'était le pays le plus réticent à bloquer cette messagerie SWIFT. Donc oui, il y a eu des avancées, oui, il y a certainement eu beaucoup de discussions et de dialogues. Donc là, on voit sur ces sanctions qui sont prises, mais juste, je relisais et je regardais la journée qu'a eu Emmanuel Macron, je trouve qu'il y a eu quand même 2 appels. Moi, je trouve que les appels à la présidente de la Moldavie et de la Géorgie sont
quand même assez intéressants. Ça fait écho à ce que disait Jean-Yves Le Drian en disant attention à l'expansion que voudrait donner à ce conflit Vladimir Poutine. La Russie qui lorgnerait sur des territoires qui sont aux mains des séparatistes russes. Il y en a en Ossétie du Sud, il y a la Transnistrie par exemple. Donc ce sont ces pays-là, et donc il a appelé ces présidentes de Moldavie, de Géorgie pour dire nous, la France, on vous soutient aussi à des pays qui pourraient être menacés. Donc je trouve que c'est assez intéressant ces appels qui ont lieu dans la journée et en arrivant aujourd'hui ce soir avec ces sanctions. Récapitulons ce soir, jusqu'où peut aller la punition économique et financière. On l'a compris, les avoirs personnels de Vladimir Poutine, ceux de son ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, sont touchés. Son secrétaire général, il s'appelle Vaino, c'est l'équivalent d'Alexis Kohler à l'Élysée. Tous ces gens-là, pour eux, c'est terrible. Ils étaient quand même quelque chose, et plus que ça pour beaucoup d'entre eux, pouvoir considérable. Ils vont avoir des difficultés même à voyager. Oui, d'évidence. Alors moi, je suis pas un grand spécialiste des questions économiques, hein. Mais oui, de toute évidence, ça les cible directement. Alors je pense qu'il y a une volonté justement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut cibler pour éviter que la population, elle, ne sente qui déjà va souffrir. La population russe qui va souffrir des conséquences de la guerre et qui, a priori, l'a pas demandé, même si la majorité va pas se lever contre elle. La répression est très forte. Moi, les images qui m'ont aussi glacé, c'est quand Poutine fait la leçon à son chef des services de renseignement. C'est l'homme en qui il devrait avoir le plus confiance, qui est capable de lui dire la finesse des affaires. Rappelons ça. Est-ce que précisément ça, c'était un signal de dire attention, ça va tanguer, attention, on va subir des pressions. Bien sûr. Est-ce que vous êtes bien tous avec moi? Oui, vous mais savez, c'est même plus. Les RH font ça souvent. Hein. Oui, mais c'est pire que ça. Sur le bateau, oui, tu es comme moi, tu es avec moi. C'est ces petits trucs de terreur qu'évidemment Vladimir Poutine manie très bien. Oui, mais sauf que c'est très dangereux quand il s'agit du renseignement. Parce que l'homme qui va lui dire la vérité, et qui doit pouvoir lui dire la vérité à tout moment, même si ça ne lui plaît pas, pour faire les bonnes décisions, c'est cet homme-là. Et donc il doit avoir une confiance absolument mais inébranlable en lui. Or, non seulement dans ce qu'il a prouvé, c'est qu'il n'y avait plus de discussion, mais il n'y avait même pas de discussion sur la décision, il n'y avait plus de nuances. Et ne plus avoir de nuances, je pense que ça a terrifié tout le monde. Et donc, voilà. Et donc, le fait qu'il y ait des nuances, même le gêne. Une humiliation publique. Ce n'était pas une réunion fermée, ça a été diffusé à la face du monde. Oui. Irina Dmirtchine, Monsieur Poutine, il était là partout, accueilli, il est traité en paria économique. Il faut rappeler, on a traité comme ça des gens comme le Serbe Milosevic, comme le Libyen Kadhafi. On est en train, petit à petit, là on est au stade économique, de le traiter un peu comme un intouchable. Il a donné toutes les raisons pour être traité comme ça. Je trouve que la comparaison se tient parfaitement et malheureusement, aujourd'hui, je pense aux Ukrainiens et à tous ceux qui vont subir parce que cette nuit est annoncée comme une nuit d'attaque massive. Et les mesures qui sont prises aujourd'hui, il faut aussi qu'elles puissent être traduites immédiatement sur le terrain. C'est ce qu'a appelé d'ailleurs hier François Hollande à la sortie de son entretien, en disant qu'il faut des mesures qui vont agir, mais dans le temps, qui n'auront pas de portée immédiate, mais aussi des décisions à prendre dans les médias. Il y a quelques heures, la Russie disait on atteint un point de non-retour. On n'est pas loin du non-retour avec les Occidentaux. On a l'impression que les Occidentaux disent en quelque sorte chiche ce soir. À la fois les Allemands, à la fois les Français, après ce Conseil de défense. Oui, c'est bien résumé, je trouve, par rapport à ce qu'on a entendu ce soir. À l'Élysée, on nous disait cet après-midi, en fait, on va dire que ce que mettait en avant Emmanuel Macron, cette devise dans cette crise, c'était à la fois fermeté et diplomatie. Fermeté à travers des sanctions et diplomatie parce qu'on continue d'essayer et notamment d'échanger avec un certain nombre de leaders qui peuvent jouer un rôle dans cette crise. Ben voilà, c'est ce qu'est en train aujourd'hui de faire, et pas seulement Emmanuel Macron, mais l'Union européenne à travers Ursula von der Leyen. On franchit évidemment un seuil. On se rappelle que y a le Chinois, par exemple, c'est une dictature immense. On ne se permet pas de faire ça avec Xi Jinping. Il y a évidemment, vu des Russes, les Russes diront « Ah, encore, c'est les Occidentaux qui essayent de pousser leur avantage contre nous ». La puissance économique est quand même pas la même. C'est la différence fondamentale entre la Russie et la Chine, c'est que la Chine aujourd'hui est un rival des Américains, non seulement dans le champ militaire, mais aussi dans le champ économique et dans le champ culturel, ce que n'est plus la Russie. Écoutons tout de suite la réaction d'une personne précisément autorité. Madame, bonsoir, vous êtes présidente de l'amitié France-Ukraine à l'Assemblée. Bonsoir. Tout à fait. Bonsoir. Exclusion
partielle mais exclusion de la Russie du système financier SWIFT. Quelle est votre réaction? On l'a demandé, on l'a attendu, c'est chose faite aujourd'hui. L'ensemble des Européens et des Occidentaux d'ailleurs ont enfin pris la décision d'empêcher la Russie de commercer après l'attaque violente, l'intrusion et la violation du territoire souverain ukrainien. J'ai entendu en plateau, vous faisiez la comparaison avec la Chine. C'est pas la dictature russe qui est poursuivie aujourd'hui, c'est l'agression sur l'Ukraine qui est punie aujourd'hui par les moyens économiques forts. La Russie est une dictature depuis 20 ans que le président Poutine est en place. Personne ne posait de soucis, de questions sur la gestion intérieure du pays de la Russie. Maintenant, la Russie a franchi une étape. Elle a violé des frontières souveraines ukrainiennes. Elle bombarde les populations militaires et civiles en Ukraine. Ça ne peut pas rester sans réponse. C'est historique. Nous avons une guerre sur le continent européen qu'on n'a pas connue depuis 1945. Donc, on ne pouvait pas rester sans réponse. Et aujourd'hui, la France est face et assume l'histoire en prenant des décisions fortes à destination de la Russie du point de vue économique et à destination de l'Ukraine avec le soutien militaire en termes de livraison d'armes. Madame, est-ce que c'est de nature à faire plier Vladimir Poutine, son pouvoir? Les nationalistes, on sait qu'ils pèsent beaucoup en Russie. Est-ce que selon vous, ça peut les faire plier? Je ne suis pas persuadée que ça fera plier immédiatement Vladimir Poutine, mais ça mettra dans un certain inconfort face à la puissance économique à laquelle il doit être un minimum soumis. Et puis, ça démontre aussi que les Occidentaux peuvent avoir des réponses fortes. Il a beaucoup joué avec les nerfs du monde entier en espérant que personne n'apportera de soutien à l'Ukraine, que personne n'aura de réponse, qu'on sera divisé en Europe. C'est peine perdue. Nous sommes rassemblés aujourd'hui. L'ensemble des pays européens savent prendre des décisions fortes quand c'est utile et c'est le cas aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame. Julien Arnaud, constat d'étape, on voit à quel point la Russie exclue de SWIFT, c'est un cap très important. Satisfaction évidemment des voix ukrainiennes. Ce matin encore, le président ukrainien Zelensky disait « j'ai parlé avec le président Macron ». À l'aube, on voit à quel point il y a un pont qui est en train de se développer dans tous les domaines. Dans tous les domaines, et on attend à partir de ces sanctions, quelle sera la réaction, s'il y a réaction à donner de la part de la Russie. On ne nous a pas parlé pour l'instant d'échanges éventuels à suivre entre Emmanuel Macron et le président russe Vladimir Poutine. Il y en a eu les jours et les semaines précédentes. Là, ce n'est pas le cas. On voit que ça marche entre le président ukrainien et le président français, entre le président français et les institutions européennes. Donc ça va être, oui, intéressant et crucial de voir comment la Russie réagit. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Darius, avec cette phrase de chiche. En gros, ce soir, on a un côté la Russie paria, on isole la Russie, on isole Moscou à travers les différentes sanctions, notamment financières, qui viennent d'être prises. Quelles conséquences très concrètes, qu'est-ce qu'on peut dire, vice-amiral et Julien, qu'est-ce qu'on peut dire sur les conséquences, y compris sur les personnes? Vladimir Poutine, Sergueï Lavrov, les directeurs de banque, ces oligarques qui ont fait des fortunes colossales, qu'est-ce qui va leur arriver maintenant? Ce sont probablement leurs avoirs qui sont directement menacés, c'est bien l'objectif. Et l'objectif, c'est effectivement de priver Poutine d'un certain nombre de ses soutiens. Une nouvelle fois, c'est déstabiliser le pouvoir en place. C'est ça qui est actuellement recherché et c'est probablement la méthode la plus efficace et la moins agressive pour le faire. La moins agressive, bien sûr, au sens de la force vive. Julien Arnaud. Oui, il s'agit de cibler tous ceux qui étaient dans l'entourage effectivement de Vladimir Poutine. On parle de personnalités, on voyait qui pourraient être bien situées en France. Donc oui, c'est pas cibler seulement le président, dire regardez c'est Vladimir Poutine et puis plus rien à côté. Non, c'est son entourage, ceux qui le soutiennent, ceux qui sont ses proches, ceux qui ont des fonds, etc. C'est vraiment isolé au maximum et le
plus possible tout ce qui tourne la garde rapprochée du président russe. Donc oui, forcément, ça aura un impact et des conséquences. Certains doivent se dire, oh là là, ça va me toucher à moi, attention, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ça va être ça aussi, les prochaines heures pour ces oligarques et ces proches du président russe. Notamment, il y en a un qui est le plus puissant de Russie, qu'on appelle le petit cuisinier de Vladimir Poutine, qui est à la tête de la force Wagner, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, exactement. Et lui, c'est l'oligarque le plus puissant de Russie. Il peut être... En tout cas, il a une force armée en plus à sa disposition qui travaille au service de Moscou, puisque c'est le patron de Wagner, c'est lui qui intervient en Centrafrique, y compris qui monte un peu des opérations spéciales contre les Français. Il ne faut pas oublier qu'ils lui doivent tout, ces gens. Oui, ces gens lui doivent tout. Ils dépendent de lui. Donc, il les tient. Et lui, il les tient. Et lui, il les tient. Oui. Il y a une autre chose qui sera très intéressante à regarder et qu'il faudra examiner de près, c'est la liste des banques qui vont être sorties du système SWIFT. Parce que c'est ça qui va vraiment montrer la direction dans laquelle les autorités de l'Union européenne et les autorités occidentales veulent frapper. Parce qu'en voyant quelles banques seront rayées, on saura quelles personnes sont visées, quels intérêts sont visés. On avait le 24 février ces images du Conseil de sécurité avec Vladimir Poutine. Là, c'était vraiment sa garde rapprochée, les gens qui comptent autour de lui. Quelques éléments, vous parliez du responsable de Wagner, il n'était pas là, mais qui sont ces gens? Qui est cette oligarchie poutinienne qu'aujourd'hui l'Europe veut frapper? Et visiblement, on sent qu'on n'en est pas loin, ne serait pas mécontente de faire tomber. Alors, dans ma mémoire, mais je peux me tromper, il y a eu 2 réunions. Donc la première, c'était en fait les responsables de tous les services de sécurité ou diplomatiques. Enfin, c'est une sorte de conseil de sécurité. D'ailleurs, oui, il y avait le président du conseil de sécurité, il y a le patron des services de renseignement extérieur. Voilà. Donc là, il a demandé allégeance, un peu comme se le faisait régulièrement Staline d'ailleurs. C'était assez stalinien comme façon de faire, y compris dans sa brutalité, dans la terreur qu'il voulait exprimer. Il a mis d'équerre. Il les a pris en otage. Il les a rendus collectivement responsables de ce qui va se passer. Que je n'aurais pas osé utiliser, mais ça y ressemblait quand même pas mal. Voilà, oui, donc exactement, il les a sommés individuellement de prendre la responsabilité. Ce qui explique d'ailleurs sorti au pupitre un par un. Ce qui explique pourquoi d'ailleurs il n'est pas inutile de prendre des sanctions un par un. Puisqu'ils ont accepté cette terreur et qu'ils ont, ils ont une responsabilité quand même. Il y a un petit aspect Nuremberg avant l'heure dans les sanctions qui ne sont pas totalement intéressantes. Parfait. Alors, nous avons en direct Michel Rumi, économiste, spécialiste évidemment de ces questions. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. J'aimerais que vous réagissiez au point 2. L'Union européenne veut paralyser les actifs de la Banque centrale russe. La Banque centrale, là, on touche vraiment à la souveraineté d'un État. On voit à quel point l'Union européenne frappe fort contre la Russie. Je pense que c'est des mesures de plus en plus graduées, de plus en plus fortes, dans la mesure où on veut montrer à M. Poutine qu'il n'a pas la main. Malgré tout, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans la démarche de M. Poutine, il y a eu déjà des sanctions économiques contre la Russie depuis l'annexion de la Crimée, et que depuis, la Russie a appris, on va dire, à produire plus, à importer moins, à préparer cette situation. Et je pense que, dans une certaine mesure, l'Occident n'a pas encore saisi le point de faiblesse de la Russie. Bien sûr, il frappe, mais je pense que tel que l'a préparé M. Poutine depuis longtemps, cette invasion, autant il a étudié les conséquences économiques et il a su se dédollariser, par exemple, l'économie. Il a sûrement prévu des mesures, on va dire, qui touchaient au portefeuille et qu'il a pris des décisions en ce sens. Et donc, bien sûr, après, c'est tout le problème de savoir jusqu'où on peut aller et il faut trouver le point de faille de la Russie. Et à mon sens, la seule possibilité, c'est de faire durer ces mesures dures le plus longtemps possible afin que, on va dire, il s'assèche, bien que, en même temps, il peut s'émanciper du système réel en utilisant, on va dire, les crypto-monnaies ou les crypto-actifs plutôt, puisque la Russie, dernièrement, a allégé, on va dire, les restrictions, et donc elle pourrait très bien continuer son commerce avec les échanges commerciaux en crypto-monnaie avec les pays qui souhaiteraient le faire. Oui, donc, on n'a pas, bien sûr, on monte les crocs,
Mais à partir de là, je pense que tel que ça a été préparé, je pense que M. Poutine a éventuellement étudié les conséquences financières du monde réel, on va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai, parce que je lisais que, par exemple, Vladimir Poutine s'était constitué une cagnotte de 500 milliards, qu'il avait des fonds de pension aux alentours de 130, 150 milliards. Et vous parlez de cette usine de crypto-monnaie. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à se dire, en fait, à quel point ça va l'impacter. Même, il a réformé aussi un peu son agriculture. À un moment, il y avait, par exemple, 400 millions d'euros de pertes pour la viande par an. Il a dû revoir toute la façon de faire de son agriculture. Donc, on se dit, finalement, ça ne va pas l'impacter beaucoup. Exactement. Hein. Je pense que comme cette invasion a dû se préparer depuis longtemps, il a dû réfléchir longuement et il a même orienté son rapprochement avec la Chine pour éventuellement pallier les manques qu'il pourrait avoir. Et c'est tout. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est jusqu'à quel niveau, on va dire, la Chine pourrait l'aider sans se mettre à dos éventuellement les Occidentaux, parce que à ce moment-là, on pourrait aussi embêter la Chine dans le même sens. Et c'est là où on va jusqu'où M. Poutine a, on va dire, s'est lié avec la Chine de façon très proche, jusqu'où ça peut aller. Bien sûr, on l'a vu au niveau des Jeux Olympiques. Bien sûr, maintenant la Chine se met en réserve. Mais la question est de savoir, à supposer qu'on touche à un moment donné de façon durable la Russie, à ce moment-là, pourra-t-elle se débrouiller toute seule ou fera appel, elle aussi, à d'autres puissances pour l'aider ? Les chemins de fuite, les Russes, on avait l'ambassadeur russe il y a quelques jours qui disait « Si les Européens ne veulent pas traiter avec nous, nous on a la Chine, quelle est la part de bluff ?» Non, je pense qu'il n'y a pas de part de bluff. Je pense qu'il ne faut pas oublier le message il y a quelques jours de l'ambassadeur russe en Suède, on l'avait interrogé sur éventuellement les mesures économiques que l'Union européenne et les Occidentaux pourraient prendre. Il a dit, nous n'avons rien à foutre. Excusez-moi pour le langage. Et donc, ça montre en même temps, là aussi, il y a de bluff, bien sûr qu'il y a ça, mais on ne peut pas, je dirais, négliger cet aspect qu'il ait préparé cette invasion. Une invasion de l'Ukraine, sachant toutes les conséquences que cela pouvait impliquer, ne peut pas se prendre pour une décision d'après-repas ou ainsi de suite. Je pense que ça a été fait mûrement réfléchi avec toutes les conséquences. Donc là aussi maintenant, c'est à nous, occidentaux, de trouver la faille qui pourrait vraiment l'embêter. Et c'est ça qui est problématique. Parce que le monde réel, il a dû étudier les conséquences, on va dire, du monde réel. Je crains plus à des problèmes éventuellement avec les alliances avec la Chine, mais je ne connais pas la teneur, éventuellement avec les cryptoactifs et éventuellement l'aide que pourrait avoir la Chine dans ce sens. Merci beaucoup Michel Rumi. Les nouvelles s'accélèrent, on l'apprenait tout à l'heure, l'Union européenne pourrait, c'est évidemment encore au conditionnel, fermer son espace aérien à tous les avions russes. Il y a déjà eu des fermetures, notamment au Royaume-Uni, de vols privés, des limitations de vols pour Aeroflot. Ça veut dire vraiment qu'on exclut la Russie du système financier, d'un certain nombre d'accès, y compris au voyage de ses dirigeants, et même l'espace aérien, ça aussi, ce sera très important, ça le serait. Oui, et maritime. D'après ce que les gardes-côtes français viennent d'intercepter un navire à la Manche. Dans la Manche. Dans la Manche, parce qu'il appartenait à une compagnie qui est visiblement frappée par les sanctions européennes. Et donc il est taqué, si j'ai bien compris, c'est à Boulogne. Et donc il est maintenant gardé là et peut-être confisqué. Donc on voit bien que ça va compliquer beaucoup de choses, alors qu'il était en route tranquillement et qu'il avait les autorisations de passage. Mais comme il n'était pas encore arrivé dans les eaux territoriales russes, eh ben, il a été frappé par les sanctions. Donc on voit bien que ça va avoir effectivement un certain nombre de conséquences extrêmement concrètes sur des choses tout à fait pratiques. Moi, par exemple, je n'ai pas pensé effectivement à cette affaire de bateau. La souveraineté des États, la Banque centrale européenne, l'aviation, on s'attaque vraiment à l'aviation civile. On s'attaque à tout. C'est ce qu'on voit à travers, enfin, en tout cas on essaye de s'attaquer à tout et on coche un certain nombre de cases en direction de Vladimir Poutine. La question qu'il faudra poser, je trouve, et qu'on doit se poser autour des oligarques et de geler un certain nombre d'avoirs, c'est est-ce que ces sanctions seront efficaces? On avait vu qu'il y avait eu un petit peu la même chose qui s'était passée après la Crimée en 2014 et où on avait vu certains oligarques encore pouvoir prospérer et faire tranquillement leurs affaires. Alors là, dernièrement, c'est vrai, où le Royaume-Uni, Boris Johnson avait gelé les actifs de 3 milliards
milliardaires. On a vu l'Europe qui avait déjà fourni une liste d'une vingtaine de personnalités. On trouvait notamment la patronne de Russia Today qui était sur cette liste. On gelait les avoirs et on gelait la possibilité de vol, notamment sur le territoire européen. Là, on nous dit effectivement qu'on va paralyser un certain nombre d'actifs, d'oligarques, etc. Il faudra voir véritablement s'il y a une efficacité et si ça marche. Nous reviendrons sur ces éléments, mais ce soir, 23h47 à Paris, il est 1 heure de plus, donc minuit 47 à Kiev. Les sirènes retentissent, la crainte des bombardements, on l'évoquait tout à l'heure, a grandi.